Jean-Marc Destaya, donc je te passe la parole pour nous dire dans quelles circonstances tu nous as sollicité. Bien sûr. Nous étions à l'époque très sensibles à un fait tout simple. Nous souhaitons soigner des citoyens qui ont des problèmes de santé, et certains de ces problèmes peuvent être de la santé mentale. Donc, si je pose une question toute simple qui est la suivante, quelle est la région de France où on prend son repas à 6h30? Ça s'appelle l'hôpital et ce n'est pas simplement l'hôpital psychiatrique. Donc, l'institution hospitalière par elle-même est génératrice de non-respect d'un certain nombre de choses. Pour une petite anecdote, il faut savoir que l'institution hospitalière, elle est née aussi avec le corps de soignants qu'on appelle les infirmiers et les infirmières, et qui sont nés pendant la guerre de 14 de manière assez structurée, ce qui fait que pendant un certain temps, dans les hôpitaux, on avait des infirmières générales. Donc, les idées de généraux, de cadres, d'organisation infiltrent quand même l'institution, ce qui fait que les soignants qui sont dedans, c'est comme dans l'armée, on ne réfléchit pas tout le temps et on obéit aux ordres. Donc, il y a tout un tas de règlements internes qui s'appliquent, et en particulier, l'hôpital où j'ai choisi de travailler était un hôpital qui était un hôpital ouvert. C'est-à-dire, il n'y a aucun pavillon fermé, il n'y a pas de mur, et c'est un service de psychiatrie d'un hôpital général qui a choisi de se mettre à l'extérieur de l'hôpital général pour ne pas subir la contrainte de ce qui s'appelle la réglementation hospitalière en général. Donc, à partir de là, en soignant plutôt des personnes en tant que citoyens avec des problèmes de santé mentale, la question des droits et du respect des droits est essentielle. J'avais eu la chance d'entendre Bérénice parler de ce programme, et ça a été une démarche de l'ensemble de l'établissement, du directeur jusqu'aux équipes de psychiatrie, de faire intervenir l'équipe du CCOMS pour essayer de transformer encore plus l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a une culture qui se construit dans les hôpitaux à travers des formations de respect des droits, et parmi cette culture, notre hôpital avait choisi d'être un hôpital ouvert. Nous n'avions pas de chambre d'isolement, et elles nous ont été imposées. Alors l'argument pour qu'on nous impose une chambre d'isolement qui n'existait pas depuis 70 et qui est apparu dans les années 2000, c'était pour contenir éventuellement les abus de pouvoir des soignants qui ne seraient pas tracés, qui enfermeraient dans leur chambre des patients sans consentement et fermés. C'était donc utilisé, d'après ce qui nous était présenté, pour protéger les droits du patient. On a refusé, ils nous ont dit que c'était obligatoire, on a demandé quel était le minimum requis, et ce minimum requis était 1, donc on a une chambre d'isolement dans mon secteur. Deuxièmement, on a choisi de faire que, il y a 20 ans, on dissocie très clairement le lieu d'hébergement et le lieu de soins. Ce qui fait que la durée moyenne de séjour dans notre établissement est de 8 jours, avant les 12 jours du juge de la liberté de la détention. Ce qui fait que sur des hospitalisations de 8 jours, on pouvait limiter, espérait-on, les mauvais rapports aux droits de nos fonctionnements et de nos équipes. Pour que cela soit clarifié, les équipes ont demandé, à l'occasion de l'opportunité que nous avions de reconstruire les services de psychiatrie, de pouvoir essayer de penser l'avenir sur des bases différentes de l'admission en psychiatrie. Il faut savoir que nous avons 20 lits pour 100 000 habitants sur mon secteur, et pour 175 000 habitants, actuellement, nous tournons avec 24 lits. Dans le service actuellement, ce sont surtout les hospitalisations sous contrainte qui font les hospitalisations majoritaires, parce que, comme on a dissocié le lieu d'hébergement et le lieu de soins, plus des 2/3 de l'équipe travaillent en extra-hospitalier. Ce qui fait que les hospitalisations sont utilisées sur le temps le plus court possible, de manière à ce qu'une autre alternative du soin soit possible et proposée sur tout le territoire. Donc, à cette occasion, Bérénice est venue parce que nous avions des bâtiments très vétustes qui ne répondaient pas du tout aux dignités et au respect que l'on doit aux personnes accueillies, et on devait réfléchir à des anecdotes comme celle de l'entrée dans le service, ou qu'elle venait de raconter Bérénice dans un autre établissement, et qu'on espérait faire un peu plus de ce travail-là auprès des patients. Alors, j'ai bien entendu tout ce qui se disait sur le droit, qui me semble tout à fait juste et important à développer. Il y a quand même des freins sociétaux et institutionnels à l'exercice du droit pour les patients admis en psychiatrie.
et qui ne viennent pas que de l'hôpital psychiatrique, et je vais en citer quelques-uns. Le nombre d'hospitalisations sous contrainte en péril imminent, sans demander à la famille ce qu'elle pense de l'hospitalisation, est énorme. C'est quand un urgentiste décide qu'il a un problème dans son service d'urgence, il l'envoie un patient par la procédure rapide de péril imminent, et il a des places dans le service des urgences. Pendant des années, on a travaillé avec un procureur de la République avec qui nous nous entendions parfaitement sur le fait que quand les plaintes qui étaient portées par les patients n'étaient pas reçues dans les gendarmeries ou commissariats de police, on y retournait avec un soignant et on informait le procureur, de manière à ce qu'il puisse aussi faire passer le message que la parole des personnes ne doit pas être disqualifiée sous prétexte qu'ils sont suivis en psychiatrie. Donc le vrai problème, ce n'est pas le problème du droit, c'est le problème de la stigmatisation. Et cette stigmatisation, elle est à tous les étages de la société et elle n'est pas une spécificité de la France, je dirais, en général, mais on la trouve à tous les endroits. Je viens de nommer la gendarmerie et la justice. Les patients ne pouvaient pas rencontrer le juge de la liberté et de la détention s'ils ne se déplaçaient pas au tribunal, accompagnés par des soignants, et accompagnés par des soignants qui devaient faire 40 km, partir à deux, et revenir pour une demi-journée, une journée, avec une pénurie infirmière qui faisait qu'il n'y avait pas de possibilité de détacher des gens à certaines personnes, à certains moments, ou si on les détachait, on était obligé de rappeler en renfort des gens qui étaient en repos pour permettre cela. Donc les juges ne se déplaçaient pas. Jusqu'en 2019, ils ne sont pas déplacés et ils étaient en nombre insuffisant pour pouvoir faire ce qu'on leur demandait de faire. Ça aussi, c'est sociétal. Et ce n'est pas uniquement du non-respect des droits lié à la mauvaise volonté. Donc, la demande était très volontaire de la part des équipes qui souhaitaient améliorer les choses et c'est vraiment dans une grande bienveillance que l'équipe du CCOMS travaille. Je tiens à témoigner de ça. Les personnes, les soignants étaient heureux de témoigner et de participer. Les choses qui peuvent aider à changer un petit peu les mentalités et le respect du droit et le respect des personnes tout simplement, c'est que nous avons choisi d'intégrer dans nos équipes des patients rétablis qui avaient une formation professionnelle, qu'anime Bérénice d'ailleurs, qu'on appelle les médiateurs santé-pairs, et qui sont maintenant au contact de nos équipes. Et à la suite du travail qu'a fait Bérénice, on envisage de faire intervenir plus de médiateurs santé-pairs dans les équipes de psychiatrie. Et comme il y a aussi une nécessité qu'ils interviennent à tous les niveaux de l'hospitalisation jusqu'à l'ambulatoire, qu'ils puissent être aussi dans les admissions et qu'ils puissent être aussi dans les CMP et participer à l'accompagnement des personnes en étant des gens qui ont été usagers des services, qui se sont rétablis, qui ont un parcours personnel à transmettre à ceux qui sont dans les difficultés, ce que ne sauront pas faire les soignants. Donc une des réponses que nous a appris un peu l'attention portée au droit, c'est qu'il y a des gens qui sont très compétents pour parler à d'autres et ce ne sont pas forcément des soignants de psychiatrie tels qu'on les organise dans les hospitalisations en France. Une autre chose qui était centrale pour nous, c'est que cette stigmatisation et cette hospitalisation sont des facteurs de faire des tas d'erreurs, puisque dès que vous rentrez dans une institution, il y a une main invisible qui se pose sur votre cerveau et vous oblige à penser comme l'institution pense. Et arriver à faire venir des intervenants extérieurs, c'était ce que disait Béatrice, décentrer un petit peu le regard et essayer de retrouver un peu l'usage de son cerveau pour réfléchir à ce que l'on pouvait faire de mieux, puisqu'on ne fera jamais rien de parfait. L'institution, elle impose des rythmes, elle impose des règles. Le nom du pavillon où je travaille s'appelle François Tosquelles, qui était un psychiatre républicain espagnol qui avait été en guerre en Espagne contre les troupes de Franco et du Reich, qui est venu en France, qui a pris son fusil, qui s'est battu quand la France a été attaquée, et qui est allé en prisonnier en Allemagne. Et quand il est revenu à l'hôpital, il était dans son bureau et il a vu des gens en ligne, en pyjama, en train de se rendre à la pharmacie pour changer et prendre leur traitement, puis ensuite prendre leur petit déjeuner et ensuite partir vers des activités et des ateliers pour les occuper, tout en étant enfermés. Et il a dit, nom de Dieu, j'ai déjà vu ça. C'est comme ça qu'il parlait. Nom de Dieu, j'ai déjà vu ça. C'est seulement la couleur de l'uniforme qui change. Donc, le vrai enjeu,
c'est vraiment un respect de la dignité de citoyens qui ont besoin d'être soignés en psychiatrie. On ne ferait pas un certain nombre de choses comme ça si vous étiez en diabétologie ou pour un infarctus. Mais on vous impose quand même des choses à minima, comme je vous le disais, pour le repas, pour un certain nombre de règles de vie hospitalière où il n'y a pas des douches pour tout le monde, dans une chambre privative qui respecte tout cela. Et ça impose des moyens que la psychiatrie ne peut pas s'auto-donner et qui passent aussi par une prise de conscience que dans notre société, dans notre République, on ne traite pas les citoyens de la même façon et que ceux qui sont les plus maltraités, ce sont ceux qui sont suivis en santé mentale parce qu'ils sont plus stigmatisés que tous les autres. Donc le vrai problème du fond de non-respect des droits, c'est aussi un travail de lutte contre la stigmatisation et des moyens que l'on met pour respecter les citoyens avec des problèmes de santé mentale. Donc le CCOMS nous a ouvert les yeux sur cette dimension que je dirais militante et combattante, puisque nous sommes tous des futurs usagers de santé mentale, puisque ce sera les problèmes de santé mentale la première cause de maladie et de handicap dans les années qui viennent, d'après ce que nous dit l'OMS aussi. Donc je pense qu'on est tous concernés par nos proches, par nous-mêmes, par des accidents de vie qui peuvent nous conduire à être des usagers de la santé mentale et on aimerait bien être traités comme dans d'autres administrations ou d'autres hôpitaux pour d'autres pathologies sans être stigmatisés parce qu'on entend des voix. Un dernier exemple que je voudrais donner, j'ai parlé des périls imminents, mais les SPDRE, les hospitalisations à la demande du préfet, pour faire clair. L'arrêté de 24 heures est pris par les maires. Et les maires, ils prennent, dans le cadre de leur filet en cas de trouble, disent-ils, à l'ordre public, tout un tas de gens qu'ils envoient à l'hôpital psychiatrique, disant que ce trouble du comportement relève de la psychiatrie, et ainsi ils n'ont plus de problème sur la voie publique, et pendant 24 heures, la personne est observée à l'hôpital. Donc, une juste différence entre la dangerosité qui fait le SPDRE et le trouble du comportement qui est un mot valise et qui sert à tout, et à titre personnel, je préfère être entouré de 10 schizophrènes agités que dans le COP Nord du Paris Saint-Germain un vendredi soir, je pense qu'il est important de remettre les choses en perspective lorsqu'on parle de notre responsabilité collective au non-respect des droits. Et concrètement, Jean-Marc, sur l'initiative et l'observation Quality Rights, quel est votre rapport d'expérience? Comment vous et votre service ont vécu les choses? Alors, les équipes l'ont très, très bien vécu et énormément apprécié. Elles se sont saisies des étonnements de l'équipe du CCOMS pour réfléchir à transformer leurs pratiques. Et cela parce que c'était impulsé aussi par, y compris l'encadrement qui a participé, qui a fait une formation au Quality Rights aussi. Ce qui fait que c'est par cette restitution de leur responsabilité personnelle sur la façon dont s'organise le service et non pas la responsabilité institutionnelle, au sens pur des règlements hospitaliers, qu'ils ont commencé, qu'ils continuent encore à travailler à partir des remarques qui ont été faites pour... D'ici 2022, nous aurons des bâtiments un peu neufs, essayer de transformer leurs usages, leurs pratiques. Et on a intégré ça aussi au niveau de l'architecture, au niveau de ce que l'on demande pour que les gens se sentent dignement accueillis, avec toujours une méfiance particulière sur les hospitalisations longues. Mais je vous ai dit, on est à 8 jours, je pense qu'on descendra encore, parce qu'on met de plus en plus de monde pour des réponses alternatives à l'hospitalisation. Et le rapport de Bérénice nous montrait qu'il y avait une différence très importante entre le respect des droits dans les centres de consultation ambulatoire et ce qu'on pouvait observer au sein de l'établissement. Cette différence entre être placé dans un hôpital et être près de chez soi, soigné dans des structures de soins de psychiatrie de secteur, montre bien quand même qu'il y a un rôle important de l'institution dans ce qui se passe dans le non-respect des droits. De l'institution au sens mur hospitalier. Peut-être j'aurai un jour un hôpital sans mur, je sais pas si j'y arriverai, mais où il n'y aura pas de lit d'hospitalisation, de crise dans le cadre de ce que l'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce qu'on va inventer pour cela, mais je trouve que c'était extrêmement éclairant de nous redonner la capacité de penser différemment,
pour toutes ces questions que l'on traitait un petit peu avec la routine, le cadre régalien de la loi qui s'applique aux hospitalisations sous contrainte. Les hospitalisations sous contrainte représentent une grosse part de l'hospitalisation. L'hospitalisation programmée est devenue aussi quelque chose de très important. Et comme ce sont des pratiques orientées vers le rétablissement qui nous intéressent actuellement et la lutte contre la stigmatisation, on travaille beaucoup aussi sur les directives anticipées, c'est un mauvais terme, mais si vous voulez, ce que le patient pourra anticiper d'une prochaine cure de soins qui se passerait par une crise et qui ne nécessiterait pas forcément d'emblée l'hospitalisation. Et si l'hospitalisation avait lieu, qu'est-ce qu'il pourrait souhaiter avoir comme traitement? Qu'est-ce qu'il pourrait dire qu'il aimerait qu'on lui rappelle? Qu'est-ce qu'il pourrait aussi intégrer comme proche dans des personnes qui pourraient l'aider à écouter et à comprendre ce qui se passe? Donc, tout ça, ça donne beaucoup de travail aux équipes, ça les fait phosphorer et ça leur donne aussi une nouvelle posture professionnelle que l'on retrouve dans les postures de l'empowerment où on essaie de renforcer le pouvoir d'agir des gens qui nous accompagnent. Et le bienfait de ces évaluations intra-service ou intra-pôle ou intra-établissement, c'est qu'elles amènent l'ensemble du personnel à s'interroger sur la façon dont ils sont eux-mêmes capables d'améliorer les choses pour que le respect et les droits soient appliqués pour tous les citoyens. Donc la santé mentale, c'est juste une forme des citoyens. Et par rapport à la stigmatisation qu'il y a derrière à tous les niveaux de l'État, l'ARS Nouvelle-Aquitaine nous a permis de conduire une recherche sur la stigmatisation que nous sommes en train de mener pour changer les pratiques professionnelles. Je vais vous dire que j'aimerais bien qu'un jour on ait des financements pour le faire au niveau des institutions de l'État, puisque j'ai le plaisir d'avoir reçu une lettre d'un maire qui me disait « Comment vous faites sortir un schizophrène sur mon territoire sans m'en prévenir ?» Donc, si vous voulez, je crois que le respect du droit, il est vraiment une question centrale pour une forme de maturité sociétale, de respect de la personne humaine. Et comme disait Caton l'Ancien, à propos de Carthage, je dirais la même chose par rapport à la stigmatisation. Delenda est Carthago, il faut détruire Carthage. Merci beaucoup Jean-Marc.